Paris zéro carbone. Et nous allons démarrer tout de suite, sans plus attendre, sur le thème suivant, tourisme et transport à l'heure de la sobriété. Nous sommes avec Anne-Marie Jean, vice-présidente de la métropole de Strasbourg. Bonjour madame. Bonjour. Et avec Franck Gervais, directeur général de Pierre et Vacances Center Parks. Bonjour. Bonjour. Tourisme, c'est le début du site, donc désolé, je ne vais pas être très galant. Je vais commencer avec vous, Franck Gervais, c'est l'intitulé de la table ronde. Alors, et justement, on connaît toutes les exigences réglementaires liées à l'immobilier, donc à l'immobilier de tourisme. Mais plus généralement, comment un groupe comme le vôtre prend ce virage du zéro carbone ? Alors, je vais essayer de ne pas vous abreuver de chiffres. Non, mais de toute façon, on va faire plusieurs tours. On va faire plusieurs tours. On va faire un ping-pong après. Alors, comment nous, on prend le virage du zéro carbone ? C'est que donc, dans le groupe, on a plusieurs marques. Les deux connues sont Pierre et Vacances et Center Parks. Tout le monde connaît. Et ce qu'on veut incarner, ce qu'on commence à incarner, c'est un nouveau tourisme qui a été profondément modifié par le Covid, mais c'était des tendances déjà très fortes avant Covid, et qui sont un tourisme de proximité. Pourquoi ? Parce que tout le monde a envie de tourisme, tout le monde a envie d'aller au ski là dans les quelques mois qui viennent, tout le monde a envie de se faire plaisir via des week-ends entre familles et en amis. Simplement, quand on regarde le tourisme, il y a deux types de tourisme. Il y a le tourisme international et le tourisme de proximité. On a fait une petite étude qui dit, alors mettons le curseur à 500 km, on pourrait faire 400, 600, mais 500 c'est plus simple. Et vous regardez le tourisme qui est inférieur à 500 km entre votre lieu de résidence et votre lieu de tourisme versus la contribution de l'autre tourisme, le tourisme longue distance. Vous voyez un tourisme de proximité qui fait 60% des nuitées en France, d'accord, 60% des nuitées. Ça a changé avec le Covid ou c'est... Ça s'est accéléré fortement. J'imagine. Et donc aujourd'hui, post-Covid, il fait 60% des nuitées, il fait 40% de l'impact économique, et c'est important, hein, le tourisme dans l'économie, c'est 10% du PIB, et il fait 25% de l'impact en carbone. Autrement dit, quand vous entendez tout le monde, et tout le monde a forcément entendu Jean-Marc Jancovici par rapport au nombre de fois où on pouvait prendre l'avion désormais, Notre quota carbone, c'est que ce tourisme de proximité, il est vraiment l'avenir d'un tourisme à impact positif où, de nouveau, vous allez voir tout près de chez vous des lieux, des richesses architecturales, naturelles, que vous ne suspectiez pas. Et c'est un tourisme responsable qui fait que vous gardez le plaisir, mais vous avez un tourisme une consommation beaucoup plus responsable parce qu'elle a une empreinte carbone limitée. Donc on s'en soucie énormément parce que en fait c'est un peu notre marque de fabrique. Bien sûr. Est-ce qu'il est vraiment responsable quand on prend tous nos voitures individuelles pour aller plus près et pas le train pour aller plus loin ? Après, je vais laisser Anne-Marie parler. Non, mais, mais je me permets juste cette j'ouvre pour commencer. Non, mais j'ouvre le sujet. Et très clairement, quand vous regardez le tourisme, vous prenez l'empreinte carbone de tout le tourisme, hein, pas que de notre groupe. Bien sûr. 75% de l'empreinte carbone, c'est le transport. Pourquoi ? Parce que la majeure partie des gens viennent sur leur lieu de tourisme en voiture. Donc on a un vrai sujet, tous avec les opérateurs de transport, en particulier ferroviaire, parce que c'est quand même plutôt ce qui irrigue beaucoup le terrain. Après, le fluvial, bon, c'est plus local, évidemment. Ne dites pas ça, Marie-Jean, on va en parler tout à l'heure. Mais on a un vrai enjeu à dire comment est-ce qu'on peut organiser la bascule de tous nos clients vers un acheminement en train et plus en voiture. Et si on prend un Center Parks, c'est assez facile. Un Center Parks, quand vous venez, vous laissez votre voiture, quand vous venez en voiture, pendant 4 jours immobile. Donc vous n'avez pas besoin de votre voiture. Et quand vous allez faire un tour alentour, on organise ça pour vous. Et donc on a fait un test, et c'est pour moi encore une vraie question que je soumets à la limite aux avis de tout le monde, c'est que souvent on dit, bon, il y a la question du prix du train, la question de le point-à-point, le confort de point-à-point, parce qu'il faut prendre un train, puis ensuite une navette. Et donc on a regardé sur un de nos Center Parks, on s'est dit, on veut mener l'exemple. Donc c'était en Sologne, la gare c'est la gare des Aubrais, près d'Orléans, et on a fait une offre vraiment facile, divisant par 2 le prix qu'on aurait eu usuellement pour le train et une navette. On a organisé avec la SNCF des navettes à l'arrivée du train aux Aubrais pour aller des Aubrais jusqu'au Center Parks, et on s'est dit ça doit marcher, parce que le prix, le confort, la facilité, tout est là. Le résultat, il est qu'en 6 mois, on a dû avoir en moyenne une dizaine de clients par semaine qui ont pris cette offre-là, versus la voiture. Donc en fait, il y a un vrai travail de pédagogie. Quand on prépare, ça marche.
il y a encore du travail à Oui, faire bien de sûr. pédagogie pour faire savoir et changer les habitudes. Voilà. Vous venez de le faire savoir. Merci. Anne-Marie Jean, justement, donc transport à l'heure de la sobriété. Vaste programme avec les RER métropolitains, d'ailleurs à Strasbourg. Ah bah oui, c'est Ça y d'actualité. est, vous avez lancé vous avez lancé sur les rails quasiment le lendemain des annonces du président Macron sur YouTube. Ah oui, il oublie qu'il y a des journalistes parfois. On lui en veut pas. Donc, qu'est-ce que c'est que les transports sobres? Alors, la sobriété des transports, c'est effectivement, c'est deux choses, je crois. C'est euh, des moyens de transport qui soient les plus sobres possibles, mais c'est aussi une sobriété d'usage, en effet. Et je vais me permettre de rebondir un petit peu sur la thématique du tourisme, parce que, effectivement, vous Ça va m'avez de invité pair. pour les transports, mais oui, ça peut aller de pair, pas toujours. Mais voilà, mon portefeuille étant l'économie, j'ai les transports et la logistique dedans, mais aussi le tourisme. Du coup, ça nous amène aussi à travailler sur les questions de tourisme durable. Et dans l'idée de tourisme durable, telle que nous l'abordons sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est aussi de se dire qu'on essaie de tout faire pour inciter les gens à ne pas papillonner en permanence ce truc-là des touristes asiatiques, alors qu'on voit un peu moins en Europe depuis le Covid, mais qui se targuaient de faire toute l'Europe en 3 jours et en prenant l'avion tous les jours pour sauter d'un endroit à l'autre et puis me faire à chaque endroit les 3 trucs à voir et C'était du repartir. fast tourisme. Et c'est du fast tourisme mais qui ne sert à rien, quoi, qui n'amène pas de Complètement satisfaction irresponsable. aux gens, qui n'a aucun ancrage local et puis qui consomme du transport au maximum. Donc essayer de ralentir un peu, Le profiter slow un peu tourism. plus de là où on est, tout à fait, et d'essayer aussi de favoriser de ce fait le lien avec les habitants. Et c'est aussi l'un de nos angles. Alors c'est pas directement lié au carbone, mais c'est dans l'approche du durable, c'est-à-dire un tourisme qui soit pas subi par les habitants, mais un tourisme qui puisse associer les habitants, leur donner le plaisir de rencontrer des gens qui visitent leur ville, en sont contents et qui puissent s'associer. Voilà, je ferme cette parenthèse tourisme. Voilà, il y a encore plein de choses à en dire pour favoriser bien sûr le transport en train, en transport collectif. Les cars n'ont pas forcément bonne presse parce que voilà, on a eu tous une image un peu pas très positive, mais c'est de la massification et ça, il vaut mieux avoir un car avec 60 personnes dedans que d'avoir 30 voitures individuelles avec des couples dedans. Je passe au transport. Alors, on a vu tout à l'heure en image d'introduction notre magnifique tram strasbourgeois et vous venez d'évoquer notre réseau express métropolitain. Voilà, qui a l'ambition de faire l'équivalent d'un RER à Strasbourg. On fait souvent la comparaison soit avec Paris et le RER, soit avec l'Allemagne qui a des S-Bahn. Voilà, on veut faire notre réseau à nous sur ces modèles-là avec un cadencement très performant qui incite les gens à utiliser le train pour les transports du quotidien. Parce que toutes les études le montrent, ce qui va donner confiance aux gens pour utiliser le transport, c'est le fait qu'ils sachent qu'ils puissent compter dessus de façon régulière et simple. Donc c'est tous ces systèmes de cadencement qui sont très développés dans les pays du Nord, les pays en Suisse, en Allemagne, où les gens savent que selon le lieu où ils sont et la densité, toutes les quarts d'heure ou toutes les demi-heures à heure fixe, ils vont avoir un train et que donc ils sont tranquilles et qu'ils ont cette certitude. Et on sait faire, il y a le Léman Express, je crois, entre la France et la Suisse. Et vous, maintenant, ça y est, c'est parti. Voilà. Alors on a la facilité d'avoir une zone qui est dense, donc c'est vrai que c'est plus simple. Hein, on a beaucoup de gens à transporter, donc ça permet de rentabiliser l'investissement qui reste important, puisque ce sont la région et l'Eurométropole qui financent en l'occurrence ce réseau, mais on compte dessus beaucoup pour les déplacements du quotidien des personnes, que ce soit les déplacements domicile-travail des salariés ou les autres déplacements du quotidien. Et puis l'empreinte carbone du transport, c'est aussi bien sûr celle du transport de marchandises, hein, c'est pas que celle du transport de voyageurs. Et bon, voilà, c'est un sujet auquel je m'intéresse. Hein. On en parlait en se saluant tout à l'heure. J'ai fait partie d'un petit groupe de réflexion l'an dernier à la demande des ministères de l'industrie et de l'écologie sur la question de la logistique urbaine durable. Donc on a rendu un rapport il y a un an. Voilà, ça sera la table ronde après, donc je ne spoile pas la table ronde. On en parlera peut-être pour faire la transition après. Mais les questions de transport doivent bien prendre en compte toute la chaîne sur le transport longue distance et le dernier kilomètre. Et en fait, on arrive à travailler efficacement sur ce sujet que quand on imbrique correctement les deux. Sur le longue distance,
il y a des solutions. Je suis présidente du port de Strasbourg, donc forcément je vais vous parler du fluvial. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de massification sur les longues ou très longues distances, mais ça peut être intéressant aussi sur des distances de proximité. À Strasbourg, on a mis en place une navette de logistique urbaine de proximité qui donc part du port. Le port, il est au bord du Rhin et il est donc à 4 km à vol d'oiseau du centre-ville. Et il y a une barge qui circule, qui fait des allers-retours toute la journée pour amener des marchandises vers le centre-ville, notamment des marchandises pour les cafés, hôtels, restaurants, mais aussi des colis, d'autres types de marchandises. Et au retour, ramène des déchets, notamment les emballages cartons des commerces, pour les emmener vers le centre de traitement qui se trouve fort justement au port. Donc le fluvial, c'est la massification idéale. En numéro 2, on a le fer. Alors on sait bien, on a beaucoup de débats dessus en ce moment et il y a un comité interministériel de la logistique lundi où on espère qu'il y aura peut-être des annonces pour aider à soutenir le retour du fret ferroviaire. C'est vrai que les 40 dernières années... Ça va être compliqué de faire du fret France, si on fait des RER métropolitains. C'est pas forcément antinomique. D'accord. En France, depuis 40 ans, on a très clairement privilégié le transport de voyageurs sur le transport de marchandises, Oui. et au sein du transport de voyageurs, les TGV. Bon, on comprend que la SNCF puisse pas tout faire, mais du coup, ça fait que beaucoup d'entreprises qui, pour certaines, utilisaient jusqu'au début des années 80 le fer, l'ont arrêté au profit du camion parce que la Il y a le vitesse ferroutage. devenait trop lente. Le ferroutage, Alors, le le mix ferroutage, entre le... Je ouais. l'explique pour les plus jeunes de la salle. Le ferroutage étant un mix entre le... On met la remorque sur ça. les rails pour traverser le pays. Et elle fait un parcours sur le pays. Et donc, ça, c'est très très bien. Nous y croyons beaucoup. Simplement, il faut les installations pour. Parce Bien que sûr. la remorque, on la pose pas entre le pouce et l'index sur la ligne. Et à l'arrivée, c'est pareil. On la reprend pas juste comme ça. Donc, c'est tout idiot à dire comme ça. Mais ça signifie qu'il faut quand même un minimum d'infrastructures. Et avoir une ligne, c'est bien avec le point de départ et d'arrivée où il y a les infrastructures. Mais c'est pas mal si sur des points intermédiaires, il peut y les avoir aussi. Parce que tous les trajets ne font pas nécessairement exactement l'infrastructure souhaitée. Donc il faut qu'en effet le transport ferroviaire arrive à regagner de la souplesse pour être plus compétitif par rapport aux routiers, et pour ça il faut aussi effectivement que la SNCF aide un peu, parce que si elle continue de dire que chaque fois qu'il y a un train de voyageurs qui passe quelque part, on fait stopper le train de marchandises, il y a des marchandises pour lesquelles ça marche pas bien. Quand on transporte des trucs pas urgents, etc., c'est bon. Si on se met à transporter par exemple des produits périssables, ça aime moins s'arrêter pour laisser passer tout le temps les passagers. On aurait dû rappeler Jean-Pierre Farandou qui était là ce matin, parce que c'est vraiment du transport et du tourisme. Franck Gervais, je me retourne vers vous. Je crois que plus généralement, vous avez un sujet de diminution de votre empreinte carbone qui est dans les tuyaux, avec des objectifs chiffrés, datés. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus devant la génération climat qui nous regarde ? Même si je m'inclus dedans aussi, parce que j'ai des enfants en bas âge et en 2050, ils auront mon âge. Mais c'est un sujet de génération en l'occurrence. Donc nous, on a fait notre bilan carbone et on a pris des engagements. Et c'est aussi dans cette nouvelle, je pense, mouture où tout le monde ose maintenant prendre des engagements, dire son empreinte carbone pour mieux progresser. C'est le départ, c'est la transparence. Donc nous, on a l'équivalent, une empreinte carbone qui est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Pour toutes les marques du groupe, c'est 8 millions de touristes par an. Ça, c'est le point de départ. On s'est engagé à baisser de 50% d'ici 2030, c'est-à-dire à peu près 5% par an, notre empreinte carbone. Alors, comment on fait pour ça ? Il y a 3 paquets. En gros, il y a le paquet du transport, j'en ai parlé. Ça, vraiment, il faut tripler la part modale du ferroviaire, il faut baisser la part modale de la route, ça c'est clé. Donc, il faut que nous, on joue notre rôle pour que le séjour d'un client qui vient en train soit plus agréable, plus facile que le séjour d'un client qui vient en voiture. Mais on a notre responsabilité aussi là-dessus, avec les opérateurs ferroviaires. Le deuxième sujet, c'est l'hébergement, quand vous êtes sur site. Donc là, comment est-ce qu'on chauffe ? C'était le sujet de la table ronde d'avant. Dans un center park, vous êtes au milieu de la nature. Donc là, on a la capacité d'aller faire de la géothermie, de la biomasse. C'est ce qu'on fait dans les nouveaux center La parks. géothermie, même si ça commence à être connu, c'est aller chercher la chaleur. On va dans les le nappes froid, profondes en surface. à 2 km. En surface ou en sous-sol très profond. On va en sous-sol très profond, donc on puise à 2 km. On a du coup une énergie qui remonte à 75 degrés à peu près et qui permet d'aller ensuite irriguer notre Center Parks près de Paris, près de Disney, à Marne-la-Vallée. En Seine-et-Marne, donc. En Seine-et-Marne, on chauffe tout le Center Parks à la géothermie. Et en plus de ça, il y a 30% de la production de cette installation qui est revendue à Disney pour le parc Euro Disney.
Biomasse, le dernier Center Parks qu'on a ouvert, il est dans les Landes de Gascogne. On est chauffé à la biomasse avec une sélection des bois faite avec tous les acteurs économiques, politiques, environnementaux, locaux pour dire quel bois on va prélever pour alimenter notre installation de biomasse. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est facile dans des nouvelles installations. Par contre, quand vous êtes avec des parcs qui datent d'il y a 30-40 ans, il y a tout un travail pour dire quelle est la meilleure énergie renouvelable, photovoltaïque, biomasse ou géothermie. En gros, ça va être ces trois-là. Et puis, il y a des discussions qui doivent se faire parce qu'il y a des gros investissements avec les propriétaires des parcs, évidemment. On est sur des horizons à 30 ans. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qui est activité, service sur place. C'est notamment la restauration. Dans notre vie de tous les jours, la restauration, c'est 25% de notre empreinte carbone. Donc, ce n'est pas très différent quand vous êtes en séjour. Et là, il faut accepter encore une modification des comportements et accepter et montrer, et c'est ce qu'on fait, que tout ce qui est proposé aux clients est local. Les circuits courts, donc ça passe par des partenariats Partenariats, mais à la limite, ça c'est facile. Par contre, ce qui est très différent, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, les opérateurs dans le tourisme n'assumaient pas qu'il y ait l'intégralité du choix. Si vous prenez un hôtel, au petit déjeuner, il fallait avoir tout. Et en fait, on dit non. Il faut justement pas tout avoir. Et il faut expliquer pourquoi il n'y a pas tout et pourquoi tout ce qui est sourcé a été choisi localement avec des hommes et des femmes derrière. Et que c'est cette rationalité, mais qui est aussi synonyme de plaisir, qui permet d'avoir le goût de la localité et puis un vrai comportement responsable. Et en faisant ça, on va du coup nous diminuer nos émissions de carbone. Ça, c'est pour le groupe que je dirige. Sachant que globalement, je vous parlais tout à l'heure du tourisme de proximité versus international, le secteur du tourisme, si on veut qu'il baisse ses émissions, il faut qu'il devienne beaucoup plus local. Ça, il n'y a pas le choix. Le tourisme beaucoup plus local à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg, ça donne quoi comme stratégie déclinée ? Ça donne de s'ouvrir davantage au tourisme de proximité et inviter davantage la proximité à réinvestir la ville et le territoire métropolitain. Donc déjà, ne pas le centrer que sur la ville de Strasbourg, même si elle a plein de richesses, mais l'ensemble, marché de Noël par exemple, mais bon, la cathédrale, tout le reste, bref. Mais aussi découvrir d'autres communes dans les alentours et indiquer aux gens de passage comment le faire, parce que quand on est dans une ville, qu'on a son abonnement de transport en commun, on sait parfaitement se débrouiller. On sait très bien aussi que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est tout perdu et que, la voiture et son GPS, ça rassure d'une certaine façon. Donc c'est aussi aider à... Est-ce que vous donnez, en tant que capitale régionale, vous faites aussi la porte-parole, la porte-voix des destinations touristiques locales ? Je pense aux Vosges ou que sais-je ou pas du tout? Je me prétends porte-voix de personne. Non, mais mais on a des complémentarités de territoire. De toute façon, toutes ces stratégies sont travaillées en lien avec les différents échelons, avec Alsace Destination Tourisme en ce qui nous concerne, avec le territoire du Grand Est, avec le territoire qui est juste de l'autre côté du Rhin, qui est en Allemagne, le secteur vers la Forêt-Noire. Donc tout ça se fait en partenariat entre acteurs et personne n'a intérêt à tirer la couverture à lui. Notre intérêt collectif, c'est de travailler tous ensemble. Donc c'est bien de cette façon-là qu'on procède. Alors, vous vouliez dire un mot sur la logistique urbaine, ça fera l'introduction avec tout à l'heure. Mais peut-être justement, je me tourne d'abord vers Franck Gervais, justement, vous, les questions d'acheminement, d'approvisionnement, vous avez un peu effleuré le sujet avec l'alimentation. Comment vous y travaillez justement, même pour la construction des center parks, des pierres et vacances puisque les réglementations sont de plus en plus drastiques sur la construction, sur les circuits courts, la réglementation environnementale 2020 qui dit matériaux biosourcés, géosourcés. Comment vous prenez ce virage environnemental un peu à marche forcée? Parce qu'il y a aussi la REP, la responsabilité élargie des producteurs, qui invite à recycler davantage les déchets du bâtiment. Enfin, tous ces enjeux très forts qui vous concernent. Je vais vous donner deux exemples, parce que de nouveau, ce sont des produits différents entre Center Parks et Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, beaucoup connaissent pour la montagne. La montagne, on a tous un enjeu d'abord de réhabilitation de l'existant, de renforcement de l'isolation thermique de tout le parc montagnard. Ça oui, parce que j'ai vu les chiffres l'autre jour, il y a certaines stations, il n'y a quasiment que des passoires thermiques, et comme vous le savez, elles vont être interdites à la location. Il y a ça. Très bientôt. Il y a ça, et puis donc il faut réhabiliter, donc il faut qu'il y ait à un moment donné des gros programmes d'aide fiscale. Il y a beaucoup de propriétaires individuels de ces logements qui sont loués, mais donc ça représente des sommes conséquentes, et donc il va falloir des aides pour pouvoir inciter tout le monde à la rénovation thermique. Puis il y a un deuxième sujet à la montagne, c'est que oui, on peut
construire ici et là quelques hôtels ou résidences de tourisme encore, mais globalement, on a tous un enjeu à optimiser le parc existant. Et à la montagne, vous avez 2/3 des lits qui sont ce qu'on appelle des lits froids, c'est-à-dire qui sont pas loués, qui sont utilisés uniquement en résidence secondaire, et donc qui sont une aberration économique, environnementale. Et donc on a tout intérêt à optimiser, à saturer le parc existant pour le rendre à la location, plutôt que d'aller recréer du bâti et artificialiser. Donc ça, c'est pour la montagne. Et puis comment vous faites pour convaincre les gens de louer leur lit froid en dehors des saisons touristiques? il faut de l'incitation pour ça, donc il faut qu'économiquement ce soit plus incitatif pour eux. Donc nous, notre modèle, il est de leur dire, on vous loue votre bien à l'année, donc vous avez ce revenu-là, et dans l'année, vous pouvez en profiter 3-4 semaines, et les 40 autres, eh bien, nous, on va le louer pour des touristes. Mais donc c'est un business model dans lequel ils doivent trouver leur intérêt. Bien sûr. Et quand on voit les investissements qui sont à faire pour justement isoler thermiquement, forcément, il va y avoir un nouveau mode de réflexion. Et si je prends Center Parcs, alors là, c'est très différent. Center Parcs, c'est un domaine qui fait 100-120 hectares au cœur de la nature. On a été capable, dans ce nouveau parc dont je parlais, qu'on a ouvert à Agen il y a 1 an, de créer le prototype de quelque chose qui préservait l'environnement. Je m'explique. Tout a été construit, tous les cottages sont en bois. 80% En bois français? en bois français. Et Non, je vais mais vous dire il y en a pourquoi. beaucoup qui viennent Bien sûr, d'Autriche ou des pays de l'Est, c'est pour ça. 80% de nos matériaux employés pour toute la construction l'ont été dans la région Nouvelle-Aquitaine, 80%. Tout l'emploi créé a été un emploi local avec un retour à l'emploi de gens qui n'en avaient pas. Et donc on a été capable de montrer qu'avec un parc de dimension plus petite, plus humaine, dans lesquels on crée aussi des espaces de biodiversité, on renature, eh bien, on crée de l'emploi, on crée aussi du lien social qui nous manque pas mal, tout en préservant l'environnement. Et je trouve que c'est une bonne réponse au côté binaire de tout ou rien. Et donc on arrête, non, on ne va pas arrêter de faire du tourisme. Ou alors il y a des régions comme le Gers, comme cette région où on vient de créer de l'emploi, qui dans 10 ans n'existeront simplement pas si on ne réindustrialise pas. Il y aura toujours du foie gras et du sauterne pourtant. Ça emploie pas forcément tout un département. Tout à fait. 8 minutes, ça va. On est dans les temps. Anne-Marie-Georges, justement, tout ce que vous entendez sur ces sujets, l'économie, c'est l'économie circulaire aussi. Voilà, on vient d'en parler un peu, le réemploi, la revalorisation de l'existant. Vous avez évoqué, sans l'évoquer, le zéro artificialisation nette. Comment Métropole prend ces enjeux à bras le corps? On sort un peu du sujet transport et tourisme, mais bon. Non, mais en fait, On est dans une journée zéro carbone. On est dans une journée zéro carbone, il n'y a pas de souci, je vais quand même revenir un tout petit peu au transport, mais oui. Comment on s'en saisit? Je vous renvoie à ce midi où la ville de l'Eurométropole de Strasbourg était lauréate sur ce sujet de l'économie circulaire pour un appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé pour la création d'une plateforme pour le réemploi et le recyclage des matériaux du BTP. C'est aujourd'hui des monceaux de déchets. 42 millions de tonnes par an, autant que les déchets des ménages. Et sur l'Eurométropole de Strasbourg, c'est largement plus que les déchets des ménages. Et c'est 2,2 millions de tonnes. C'est énorme. Voilà, je prenais la comparaison tout à l'heure. C'est 15 fois le poids de la cathédrale de Strasbourg. Un Strasbourgeois, ça parle de se dire ça. Et donc, d'autant qu'elle est colossale, cette cathédrale. Elle est grande et belle. Voilà. Donc voilà, on travaille par exemple sur ce sujet de l'économie circulaire spécifique au secteur du BTP qui est assez particulier pour justement la création d'une filière le permettant. 1er janvier 2023, obligation légale pour tous les secteurs du BTP de contribuer à des éco-organismes. Et je voulais rebondir sur ça, puisque vous avez cité la loi sur le zéro artificialisation nette. Avant, vous citiez la loi sur l'interdiction prochaine de l'allocation des passoires thermiques. Il y a les zones à faible émission prévues dans la loi climat résilience. Vous le dites. Et il y a des collectivités comme la nôtre qui ont choisi de devancer un petit peu le pas de la loi et d'aller plus vite. Vous allez Toutes plus ces vite choses-là, on va un peu plus vite que la loi climat résilience, puisque notre ZFE est en place depuis déjà le 1er janvier de cette année pour les critères 5. Et sans critères. Et on a pour ambition en 2028 de ne plus autoriser que les critères 1 et mieux. Voilà. Alors toutes ces choses-là ne sont pas très populaires de façon générale. La loi sur l'interdiction de location des passoires thermiques n'est pas populaire auprès des propriétaires de bâtiments. La ZFE n'est pas populaire auprès des utilisateurs de véhicules. Mais je crois pourtant au pouvoir transformant de ces textes, parce que ça pousse un peu tout le monde. Ça stimule aujourd'hui les constructeurs, pour parler de la ZFE,
ZFE en particulier, ça stimule aujourd'hui les constructeurs automobiles à créer des moteurs plus performants, tant que finalement personne ne demandait trop. Bon bah voilà, aujourd'hui il y a de la vraie demande, donc tout le monde s'inquiète un peu parce que concevoir des nouveaux modèles, ça met quelques temps. Voilà, les grands constructeurs annoncent des camions aux performances attendues par les ZFE plutôt à horizon 2030. Voilà, donc les transporteurs nous disent oui, mais entre 28 et 30, là il y a un problème. Bon, ça va, on fera les dérogations qu'il faudra, mais si déjà en 30, on peut avoir les véhicules qui vont bien, ça sera déjà beaucoup mieux que de continuer à ne pas les avoir comme aujourd'hui. Et surtout, ça, au-delà donc de la transposition d'un véhicule, je change mon véhicule A en un véhicule B qui consomme moins mais qui est du même format, ça invite à penser à un changement d'usage. Bien sûr, là, mais là vous parlez voiture individuelle. Je m'adresse quand même à une spécialiste. Non, mais pas que voiture individuelle, je parle de camions là tout à l'heure. Oui, l'exemple que d'accord. j'ai dit, les motorisations 2030, c'est pour les camions. Oui. Pour les voitures individuelles, les solutions sont là. Voilà. Il y a un problème d'accessibilité financière, mais les solutions sont là pour les voitures individuelles. En revanche, c'est pour les véhicules professionnels. Ce que je veux dire, pour vous qui êtes une spécialiste, ça fait 5 fois qu'on le discute tout à l'heure, de la logistique urbaine du dernier kilomètre, les VUL, les véhicules utilitaires légers, les camionnettes, c'est pas encore ça la transformation vers des modes, des motorisations propres. Il y a quand même, il commence à y avoir ce qu'il faut quand même. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà. On n'est pas là pour ça. Non, mais pour faire, il y a plusieurs constructeurs ont aujourd'hui les offres qui vont bien pour le faire. Après, c'est des questions d'investissement, de Voilà, choix, mais aussi d'offrir de nouvelles modalités, de concevoir, par exemple, des centres logistiques urbains pas trop éloignés du centre, qui permettent ensuite que la desserte soit faite en vélo cargo. Ce sont des solutions comme cette logistique fluviale du dernier kilomètre dont je parlais à Strasbourg. Opéré par un acteur privé. Hein. Le rôle là-dedans de la puissance publique, ça a été entre l'Eurométropole et Voies navigables de France d'aménager un quai proche du centre-ville et de lancer l'appel à projet. Après, c'est l'opérateur qui se débrouille, qui trouve ses clients, qui paye son personnel. Enfin voilà, la puissance publique n'intervient pas du tout dedans et le modèle économique se trouve. Et c'est en fait parfois un peu cette obligation, en l'occurrence pour nous la ZFE, qui incite les acteurs aussi à changer de mode et à ne pas reproduire les choses dans lesquelles ils sont à l'aise parce qu'ils les connaissent depuis longtemps. Très bien. Attends, faut trouver la transition avec vous. Donc, est-ce que demain, je sais pas, on pourra imaginer non, je sais pas, du tourisme maritime, du tourisme fluvial, une sorte de... Ça existe, le tourisme fluvial. Non, mais pour vous, dont c'est pas forcément le métier, mais comme vous êtes souvent, parfois aussi en bord de mer, je pense à des résidences Pierre et Vacances en bord de mer, sur les littoraux, vous pourriez y aller, ce serait la continuité géographique. Alors, complètement. Après, aujourd'hui, ça, on le fait pas encore. Il y a des choses, par contre, qu'on fait vraiment énormément. Soit on commence un petit peu à y penser côté Pierre et Vacances, mais on le fait énormément via... Maeva, qui est notre marque, là, qui est une plateforme de distribution et qui possède des campings, c'est tout ce qui est éco-lodge. Vous parliez de slow tourisme tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on passe des vacances. Et donc on a créé une marque, un concept spécifique qui s'appelle Respire, dont c'est ça qui est intéressant. Les chiffres de fréquentation sont bien plus élevés que les chiffres du camping qui par ailleurs cartonnent, mais ceux-là sont encore plus élevés. Pourquoi ? Parce que vous êtes en vraie cohérence de bout en bout avec vos ambitions. Et donc tout est local, tout est respectueux de... Par exemple, vous avez un exemple à nous citer sur Respire ? Par exemple, toute la nourriture est locale, celle que vous pouvez faire dans les campings. Vous avez un recyclage à 100% des déchets. Tout est fait en matériaux bois. Il y a des espaces de biodiversité et donc il y a plusieurs critères qui disent vous serez ou pas un camping Respire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le tourisme c'est important, c'est un pan clé de notre vie avec le transport. Et aujourd'hui, ça change énormément. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, avant, vous voyez plein de gens fiers de dire je suis allé cette année au Brésil, à New York, aux États-Unis, en Australie. Bon, alors, il faut pouvoir se le permettre. Oui. De moins en moins, ça va être le cas. Oui. Et deux, vous ne voyez plus sur Instagram ou autre TikTok ces éléments de fierté. Pourquoi ? Parce que c'est plus un élément de fierté, c'est plus un comportement que votre entourage admet aujourd'hui. Et ce que vous voyez de plus en plus, c'est justement le tourisme de proximité, le fait d'avoir redécouvert des choses qui étaient tout proches de chez vous, puis d'avoir contribué à l'économie, au lien social. Donc voilà, tout ce que vous avez cité, alors on a beaucoup de lacs dans nos center parks, on fait des choses dessus, mais je pense que oui, il y a un potentiel énorme, il y a une attente énorme de la part des citoyens là-dessus maintenant. Bien.
En 1 minute 19, Marie-Jean, comment décarboner davantage encore le transport? Une solution, une idée, une piste? Il n'y a pas une solution. Non, mais Non, mais c'est qui parle précisément à le tout le monde travail tout de sur tous les types de solutions. C'est d'utiliser les différents modes et c'est d'utiliser, bien sûr, le moins possible le mode routier. Ce travail-là, en fait, on parle là aujourd'hui surtout de carbone, bien sûr, on est dans le forum Paris Zéro Carbone. Mais quand on travaille sur les enjeux du transport et de la décarbonation, en fait, on coche plusieurs cases à la fois. On travaille sur le carbone, on travaille sur la qualité de l'air, parce que c'est pas le carbone qui nous rend malade, c'est tous les autres polluants les particules fines. qu'exhalent, voilà, tous les véhicules. Donc la qualité de l'air, c'est quand même un enjeu extrêmement important dans les villes. 46 000 morts en France en 2021. Voilà, des morts prématurées. Voilà, sûr. certains disent des morts, on meurt toujours de quelque chose. Oui, évidemment, on meurt toujours de quelque chose, mais, la voilà, pollution morts de l'air tue. prématurées et des tas de maladies, les bronchiolites, etc., qui sont extrêmement favorisées par une mauvaise qualité de l'air. Donc on a un enjeu de santé publique majeur. Donc enjeu climatique avec le carbone, enjeu de santé publique avec la qualité de l'air, enjeu également de congestion des villes et de sécurité, de fluidité, de bruit, enfin de qualité de vie en ville, lié au volume de transport qu'il y a. Donc le fait de travailler sur des solutions alternatives aux véhicules classiques permet de travailler sur tous ces sujets à la fois. Et c'est ça aussi qu'il est intéressant de voir, c'est que quand les collectivités poussent pour le faire, c'est pas pour embêter le monde, c'est pas pour embêter les acteurs, c'est pour améliorer un ensemble de choses et c'est avec une multitude de solutions qu'on trouve en utilisant le train, le fleuve, d'autres moyens de transport, en relocalisant les productions, en s'organisant différemment. Et c'est un travail collectif. On peut y arriver qu'ensemble. Et c'est du coup ce qu'on pousse aussi sur l'ensemble des territoires, c'est que tout le monde se mette autour de la table, que ce ne soit pas les uns qui subissent les injonctions des autres, mais qu'ensemble on s'y attelle et qu'on trouve les bonnes solutions. Merci à tous les deux.